Je donne la parole maintenant à notre ami Christian Van Est, qui intervient pour faire la conclusion de ces rencontres. Alors, cette conclusion partira du terme, finalement, qui est essentiel dans toute notre discussion, dans notre débat, c'est le terme d'oligarchie. Bon, l'oligarchie, c'est un des 6 régimes de la nomenclature la plus célèbre des régimes, celle d'Aristote. Bon. 6 régimes, pourquoi ? Il y a 3 bons régimes. C'est lorsqu'un seul gouverne, c'est la monarchie. Lorsque plusieurs gouvernent, c'est l'aristocratie. Et lorsque plus de la majorité gouverne, c'est la démocratie ou la république. Les 2 termes sont employés. Et puis, si ça se gâte, si ça fonctionne moins bien, la monarchie devient tyrannie. L'aristocratie devient quoi ? Oligarchie, précisément. C'est-à-dire que ce ne sont plus les gens vertueux, ce ne sont plus les gens qui ont de la valeur, qui occupent le pouvoir, ce sont simplement les gens qui ont de l'argent. Je pense que ça correspond tout à fait à ce qu'on a déjà eu l'occasion de dire tout à l'heure. Et puis, la démocratie, ça devient la démagogie, c'est-à-dire effectivement ce que certains appellent le populisme, là peut-être avec une certaine raison de l'appeler, lorsqu'effectivement on fait n'importe quoi parce que le peuple le souhaite. Alors, l'élection présidentielle, quel rapport a-t-elle avec cette nomenclature d'Aristote ? Mais moi qui suis très partisan du maintien de la Ve République, c'est précisément une fusion des 3 bons régimes, puisque dans le fond, c'est une démocratie, puisque ce sont les citoyens, c'est le peuple qui vote pour désigner qui ? Pour désigner son monarque de 5 ans, puisque vous le savez, les pouvoirs du président de la République en France sont tout à fait considérables. On peut dire que c'est un monarque, mais c'est un monarque élu. Donc, on a bien une démocratie qui désigne une monarchie. Vous me direz, où est l'aristocratie ? Bien, l'aristocratie, Yvan et moi, nous en avons fait partie. Ce sont les élus, c'est-à-dire notamment les parlementaires, puisque, comme l'avait bien vu Rousseau, un régime libéral, une démocratie parlementaire, ça n'est pas une vraie démocratie. La vraie démocratie, c'est celle dont Yvan vient de parler, c'est-à-dire la démocratie directe, la démocratie des référendums suisses. Quand la démocratie se fait à travers des représentants, ça n'est pas une démocratie, c'est une aristocratie élective, à condition bien sûr que le peuple désigne les meilleurs qui sont dans ses rangs. Voilà. Alors, je crois qu'on peut se dire que le système fonctionnait bien. Il fonctionnait bien. En l'occurrence, cette fois-ci, pour la première fois sans doute, en 2017, eh bien, il y a un dysfonctionnement grave. Effectivement, on essaie de confisquer ce système qui fonctionnait bien. On essaie de confisquer la démocratie pour faire que le monarque soit un produit, cette fois-ci, d'une oligarchie, et je dis bien oligarchie, et non pas aristocratie, c'est-à-dire, effectivement, de ce pouvoir occulte qui réunit les puissances d'argent, les puissances médiatiques, etc. Alors, comment est-ce que ça s'est produit, cette confiscation ? Comment ça risque de se produire ? Je dis comment ça s'est produit parce que j'ai une petite nuance avec mes prédécesseurs, c'est que j'avoue être quand même moins optimiste que ne l'est Henri de Lesquen. Je souhaite qu'il ait parfaitement raison, hein. Mais je suis moins optimiste. Quelle a été la grande nouveauté des élections de 2017 ? En fait, ça a été les primaires. C'est les primaires qui ont tout changé. Pourquoi ? Parce que les primaires n'étaient pas du tout dans la conception gaulliste. Pas du tout. La conception gaulliste, c'est l'élection d'une personne qui se présente en dehors des partis politiques devant le peuple et qui est désigné en fonction de ses mérites ou en fonction de son programme par le peuple. On était passé progressivement à un autre type d'élection, dérive traditionnelle et de plus en plus forte en France, qui était tout simplement le règne des partis. C'était les partis qui désignaient. Et dans le fond, la primaire ouverte, c'est un peu une situation intermédiaire, parce qu'au lieu d'avoir un candidat qui est désigné par un congrès du parti, et on sait qui va l'être, il y a un chef dans un parti, on sait qui va être désigné, là, il y a effectivement eu une ouverture, puisque ce sont les sympathisants, pas uniquement les membres du parti, mais les sympathisants, et même quelquefois au-delà, qui sont venus voter pour dire, voilà, c'est celui que l'on souhaite. Avec un risque qui s'est malheureusement produit, c'est que les gens qui votent dans une primaire, ce ne sont pas les citoyens en général, ce sont les gens qui sont très motivés. Et donc forcément, vous avez une accentuation, en quelque sorte, du noyau d'un parti politique.
Et dans les deux cas, ça s'est produit, puisque manifestement, personne ne s'attendait à ce que ce soit Fillon, au point de départ, qui soit désigné. Tout le monde se disait, ça va être Juppé, il est au centre, il est même légèrement à gauche, il plaît plus aux médias. Bon, et non, parce que l'électorat qui a voté Fillon, c'est un véritable électorat de droite, c'est-à-dire un électorat que je qualifierais pour ma part de libéral-conservateur, et très attaché à ses idées. Il y a d'ailleurs eu, vous le savez bien, à l'intérieur de cet électorat, un noyau encore plus dur, c'est tout simplement ceux qui se souvenaient des manifestations qui ont eu lieu en 2013 et qui se réunissaient pour faire en sorte que l'affront qui leur a été fait par le gouvernement dont le pouvoir s'achève, eh bien, soit lavé. C'est ce qu'on appelle maintenant sens commun, ce sont eux qui étaient derrière Fillon. Et de l'autre côté, c'était la même chose, puisque de l'autre côté, on a eu l'élection de Hamon et non pas celle de Valls. Tout le monde pouvait croire que ça allait être Valls, l'ancien Premier ministre, avec en plus un positionnement politique davantage ouvert, notamment sur le plan économique. On se disait, c'est lui qui va être choisi. Il va pouvoir rivaliser avec ses adversaires de droite. Pas du tout, ça a été Hamon, dont les interventions sont absolument désastreuses. On a l'impression toujours de reculer d'un siècle quand on l'écoute. Bon, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours rien fait pour la nostalgie. Mais enfin, on ne peut pas s'en contenter. Alors, en raison de cette situation, s'est produit un phénomène assez inattendu, mais en fait parfaitement préparé. Ce phénomène, bien sûr, c'est l'apparition de Macron avec le mouvement En Marche. Je dis inattendu parce qu'effectivement, jamais personne n'ayant jamais été élu n'a, semble-t-il, fait une pareille percée, mais d'autre part tout à fait préparé, parce que pour moi, et j'aurai l'occasion d'y revenir, pour moi, c'est une opération qui est cousue de fil rose et qui est organisée par l'Élysée avec ses complices habituels. Alors, l'ennui, c'est que, effectivement, on a laissé une possibilité objective, mathématique, à cette nouvelle offre. C'est que pendant toute l'histoire de la Ve République, les gaullistes, personnellement, j'étais gaulliste comme Yvan Blot, et nous étions des gaullistes pas du tout au centre, hein, c'est-à-dire bien à droite, hein, bien conservateurs. Bon. L'ennui, c'est qu'on a passé notre temps à surtout ne pas laisser partir les centristes vers la gauche. On a passé notre temps à essayer de gommer nos idées les plus marquantes pour faire en sorte que les centristes restent avec nous, pour éviter qu'il y ait une troisième force qui se constitue. Je vous donne un exemple entre mille. Moi, je me souviens d'avoir fait la campagne d'Albin Chalandon dans le Nord, campagne victorieuse d'ailleurs, en 86, lorsque Yvan a été élu dans le Pas-de-Calais. L'un des thèmes que nous abordions le plus souvent, je vous le donne en mille, c'était la préférence nationale. C'est le RPR qui défendait la préférence nationale à l'époque. Mais comme on a eu besoin des centristes, on a gommé cet aspect-là de nos idées pour faire en sorte qu'on se rapproche. Résultat pratique, nous sommes arrivés à l'UMP avec cette situation un peu étonnante que les trois grandes familles politiques, à savoir les gaullistes d'une part, les libéraux d'autre part, et puis ce qui restait des démocrates chrétiens enfin, ont gommé soigneusement les uns leur patriotisme, les gaullistes, pour devenir européistes, les autres leur libéralisme pour être beaucoup plus timorés sur les questions économiques, et enfin les troisièmes pour faire oublier tout à fait qu'ils avaient si peu que ce soit de rapport avec la religion chrétienne et encore plus la religion catholique. Si bien qu'on est arrivé à ce magma UMP qui n'est plus, ça s'appelle les Républicains maintenant, qui n'est plus qu'une machine électorale, mais qui manque d'idées. Et vous voyez le risque, c'est que brusquement, quand on fait appel aux idées, et ça s'est produit dans les primaires, on laisse vraiment grandes ouvertes les portes pour que se reconstitue cette fameuse troisième force. Parce que les centristes, que font-ils ? Bien évidemment, eux se disent, enfin, la route est libre, on va pouvoir se rapprocher du centre-gauche, c'est-à-dire les socialistes qui sont également beaucoup moins marxistes que dans le temps, sauf les gens qui sont autour de Hamon ou de Mélenchon. Donc, la participation du noyau dur des deux partis politiques a fait en sorte que, brusquement, cette troisième force vestige de la IVe République, cette troisième force qui avait voulu incarner le Canuet en 65, elle devient possible. Et moi, ça me rend beaucoup plus inquiet.
Je sais qu'Henri ne partage pas mon avis, mais moi, j'avoue être inquiet sur ce sujet. Je pense que ça peut parfaitement correspondre à un souhait d'une certaine partie de la population, peut-être majoritaire, je n'en sais rien. En tout cas, c'est sûr qu'un grand nombre de personnes se sont rapprochées de Macron, des personnes estimables, des centristes, un peu en déshérence. Il y en a un que j'estimais beaucoup, par exemple, parce que c'était un grand avocat de la TVA sociale, c'est Arthuis. Jean Arthuis est derrière Macron. C'est un peu inquiétant quand même. Vous avez également Renaud Dutreil que j'ai connu comme ministre de Chirac, bon, et ministre très libéral. Vous avez qui encore vous avez Bourlange aussi, bon. Et puis le fameux Bayrou, qui là est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'en général, comme il se trompe tout le temps, le fait qu'il soutienne quelqu'un, c'est plutôt rassurant. On peut se dire qu'on a de fortes chances de voir son candidat battu. Et puis, à côté des centristes en déshérence, vous avez aussi les génies méconnus, vous savez, ceux qui sont toujours à côté des partis, parce qu'ils estiment que leur intelligence et leur grandeur d'âme est telle qu'ils n'ont pas besoin des partis politiques. Je pense à Corinne Lepage, par exemple, ou encore, c'est le plus célèbre, il s'est rapproché de Macron, c'est M. Dominique Galouzeau de Villepin, qui, encore une fois, se retrouve dans cette mouvance floue du centrisme. Alors, en raison de l'ancrage ancien des trois grandes formations politiques, à savoir, d'une part, le Parti socialiste, les Républicains, et puis le Front national, théoriquement, les jeux étaient néanmoins faits. Ils étaient faits puisque, globalement, Marine Le Pen se retrouvera confrontée, comme d'habitude, au fameux plafond de verre. Elle ne pourra pas être élue. Que les socialistes ont derrière eux un bilan absolument calamiteux. Et qu'enfin, après 5 ans de gauche, il était logique qu'il y ait une alternance à droite avec un candidat sérieux, avec le programme le plus sérieux d'ailleurs, objectivement, de tous ceux qui sont présentés, celui de Fillon. Il est probable que dans une telle circonstance, eh bien, la candidature sympathique de Macron, malgré tous ses soutiens, malgré cet appel, aurait certainement eu la même réussite que celle de Le Canuet, c'est-à-dire, je pense que c'était 16%, quelque chose comme ça, en tout cas pas présent au second tour. Eh oui, mais l'ennui, c'est que les choses ne sont pas du tout passées comme ça. Pas du tout. Dans la mesure... Il reste un mois. Dans la mesure, jusqu'à présent, je dis jusqu'à présent, cher Henri, parce qu'un événement est arrivé. Et quand on parle de confiscation de la démocratie par l'oligarchie, en fait, c'est bien de cet événement dont on parle. Et cet événement, c'est l'opération, la manipulation, la machination qui a été menée à l'encontre de Fillon, et c'est rien d'autre. Cette machination, elle repose sur quoi? En fait, elle repose sur un triangle. Ce triangle comprend, à son sommet, si j'ose dire, l'Élysée, le secrétariat général de l'Élysée, M. Jouyet en particulier, qui, pendant des années certainement, a réuni tous les éléments sur tous les candidats potentiels qui pouvaient se retrouver au second tour comme champion de la droite. Et notamment sur Fillon, qui, franchement, était un homme dont personne ne pensait une seconde qu'il pouvait avoir des ennuis avec la justice. Ce que je disais tout à l'heure, pour moi, Fillon, c'est presque le modèle du conformisme, en quelque sorte. C'est même ça qui, quelquefois, repousse les gens. C'est quelqu'un qui est toujours extrêmement correct dans sa tenue, qui est extrêmement correct dans ses paroles, qui est très raisonnable dans les propositions qu'il fait. Bon, on n'imagine pas ce monsieur. D'ailleurs, il ne l'imaginait pas lui-même. Il n'imaginait pas du tout. La preuve, c'est que, vous vous souvenez, il a dit, moi, attendez, si je suis mis en examen, je ne me présente plus. Pas une seconde, il a imaginé que pour des faits qui sont en fait très répandus chez de très nombreux parlementaires, eh bien, ils puissent être, si peu que ce soit, inquiétés. Donc, il était très tranquille. Mais il a été inquiété, et il a été inquiété d'une façon qui, encore une fois, est véritablement une machination. L'Élysée d'un côté, vous avez ensuite, derrière l'Élysée, le parquet national financier. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Ce parquet national financier, ça n'est pas une justice normale, c'est une justice d'exception.
et qui en plus est consanguine avec le pouvoir, dans la mesure où elle a été nommée par lui à une époque en plus où le ministre de la Justice c'était Madame Taubira, ce qui, je pense, suffit assez à élever la suspicion sur son honnêteté intellectuelle. Alors, quand on regarde ce qu'a fait le parquet national financier, on s'aperçoit que tout est affaire vraiment de chronologie. Ce qui n'est pas acceptable dans son opération, c'est la chronologie. Personnellement, j'ai eu affaire à la justice. J'ai même encore affaire à la justice. Alors, Dieu merci, je vous le dis tout de suite, j'aime bien le dire, je n'ai jamais été condamné. Et j'ai même eu le plaisir de faire condamner, il n'y a pas si longtemps, un monsieur Placé, deux monsieur Jean-Vincent Placé, deux... C'est toujours plaisir. Deux monsieur Frédéric Mitterrand, qui s'est permis de parler de moi dans un de ses livres, il a eu tort. Enfin, la dernière, c'est, vous savez, ce magistrat à l'accent charmant et aux lunettes psychédéliques. Vous voyez qui je veux dire? Non? Non. Hein? Non. Oui, bien sûr, Eva Joly, il a gagné. Il reviendra en seconde semaine. Et alors, Eva Joly a été condamnée parce qu'elle avait eu le tort de me traiter de négationniste. Quand on me connaît, ça tombe vraiment, vraiment mal. Ah non, elle a été condamnée. Cela dit, vous savez, la meilleure condamnation que j'ai eue, et elle est intéressante pour ce qui nous occupe, la dernière condamnation que j'ai eue, c'est la condamnation de l'État. Parce que j'avais porté plainte également contre une diffamation de la part de l'Express. Ah oui, mais c'est bizarre. Le parquet a perdu le dossier. Oh, ils ont retrouvé le dossier. Mince, juste le lendemain de la date de prescription. Vraiment, les justiciables n'ont pas de chance, vous savez. C'est en raison vraiment de la faiblesse des moyens dont dispose la justice. J'ai porté plainte et j'ai donc fait condamner l'État également. J'insiste là-dessus parce que ça montre bien que ceux qui prétendent que la justice est neutre, objective, eh bien, n'ont pas toujours raison. Je ne dis pas qu'ils aient toujours tort, mais en tout cas, ils n'ont pas toujours raison. Ils ont quelquefois tort parce que j'ai gagné les procès. Mais quand même, cela étant dit, quand vous mesurez le temps, c'est quand même curieux. Deux exemples. Moi, j'ai été ennuyé en 2005, début 2005. Je ne suis sorti de mes ennuis qu'en cassation fin 2008. Fin 2008. La dernière fois, c'était donc en 2012. J'ai été poursuivi cette fois-ci par le parquet de Paris. J'ai gagné, bien sûr, mais après appel, ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 ans. Et les derniers procès que j'ai gagnés pour des affaires donc, qui remontent à 2012, c'est donc en 2016, 4 ans. La justice est très lente, sauf dans l'affaire Fillon. C'est la première fois que je vois une justice aussi rapide. Et qui est-ce qui le disait? C'est un avocat qui ne passe pas pour être un homme de droite, c'est Dupond-Moretti qui disait « Je n'ai jamais vu ça, qu'une justice se saisisse aussi rapidement d'une affaire. » Enfin, j'ai toujours une affaire en cours. Elle est intéressante. Je ne suis pas seul dans cette affaire. J'ai eu l'honneur, le très grand honneur, le privilège, je vais le dire, soyons pas modestes, de figurer sur le mur des cons. Oui, non, mais c'est mieux qu'une médaille. Je vous assure, c'est beaucoup mieux qu'une médaille. Donc, j'ai mon avocat qui m'appelle pour me dire, bon, on a enfin fini avec toutes les embûches que la présidente du syndicat de la magistrature a dressées sur notre route. Donc, maintenant, ça va. Est-ce que vous voulez y aller? Je dis, bien sûr, je veux y aller. Donc, j'ai donc porté plainte contre cette brave dame qui a une conception de la justice qui, soyons clairs, est d'un sectarisme total, quoi. Mettre sur un mur les gens qui ne vous plaisent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire vouloir les pendre? En tout cas, c'est ne pas leur vouloir du bien, manifestement. Et c'est un signe qui, chez des magistrats, est un véritable scandale et qu'on ne doit pas accepter. C'est la raison pour laquelle j'espère qu'elle sera condamnée. Alors, il reste le troisième angle. Le troisième angle, vous avez bien compris, ce sont les médias. Les médias qui ont joué un pas de deux avec la justice tout à fait extraordinaire. C'est, moi qui suis d'une région textile, c'est la navette, quoi. C'est passé d'un côté et de l'autre.
il est probable qu'on ait donné en haut lieu l'information au Canard enchaîné, mais à peine le Canard enchaîné avait-il publié que le parquet national financier entamait la procédure. Et puis ensuite, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté, mais jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de jour sans que vous ayez à nouveau une information sur Monsieur Fillon qui a reçu de l'argent de sa famille, comme si ça concernait la justice, que d'avoir de l'argent qui est donné par ses enfants, par exemple. Personnellement, je ne comprends pas la raison pour laquelle on évoque ça. Cet homme, toute sa vie privée est exposée sans vergogne sur la place publique, et ceci avec la complicité ouverte de la justice. Parce que, soyons clairs, dans toute cette affaire, il y a quand même deux choses qui sont absolument scandaleuses, en delà de la chronologie rapide pour entamer les procédures et extrêmement lente pour diffuser les informations. Tellement lente que ça va nous pourrir toutes les élections. Ça va durer jusqu'au dernier jour du premier tour, vous allez voir ça. Alors, tous les jours, vous avez une nouvelle information. Et ce matin, j'étais dans un kiosque de journaux et pratiquement, vous aviez tous les titres qui, d'une manière ou d'une autre, reprenaient les fameuses affaires. Alors, vous avez bien sûr les affaires en titre du Canard, mais vous avez Le Monde, hypocrite comme pas deux, qui disait « Ah, le Parti socialiste sent mal le fait que le ministre de l'Intérieur soit lui aussi pris dans les nazes de la justice. » Mais attendez, non. Moi, je pense qu'au contraire, c'est parfaitement voulu. Parce qu'entre un candidat à une élection qui risque de perdre l'élection à cause de ça, et un ministre qui va encore être ministre pendant un mois, il n'y a aucune comparaison possible. J'estime, moi, que le ministre, c'est du billard à plusieurs bandes. On vise le ministre et en fait, on touche le candidat, ce qui est évidemment tout à fait scandaleux. Alors, les inrecuptibles, c'est vraiment le bouquet. On ressort une photo de Fillon lorsqu'il était très jeune, assez mal rasé, puis c'est quelqu'un qui a la broussaille un peu noire. Hein. Bon, il n'a pas l'air très catholique, comme on dit là-dessus. Et puis on rappelle que déjà quand il était jeune, hein, c'était pas quelqu'un de sérieux. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je n'ai pas acheté ce canard, évidemment. Mais vous voyez, on n'hésite pas à le rouler dans la boue en permanence, et je pense vraiment que pour lui, ça va être extrêmement difficile, parce qu'il y a cette interaction entre des médias qui sont complices, et puis la justice et le pouvoir politique. Le pouvoir politique, parce qu'entre nous soit dit, quels sont les deux journalistes, cette fois-ci du Monde, qui ont été parmi les premiers informés de l'affaire Fillon? Davet et L'Homme. Vous savez, Davet et L'Homme, ce sont ceux qui ont écrit et publié l'ouvrage qui s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça ». Je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage. Il faut le lire. C'est ignoble qu'un homme qui a été élu président de la République par les Français puisse se comporter de cette façon-là. C'est ignoble. Quand vous pensez que, je ne sais plus si c'est Davet ou L'Homme, téléphone un beau soir à monsieur Hollande, parce qu'ils ont son numéro de portable, hein, ils peuvent l'appeler quand ils veulent. Et il lui demande, allez, dites, avec Madame Jouillet, là, c'est depuis quand? Et c'est avec quel rythme? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes président de la République et quelqu'un, puis tentez que vous ayez donné votre numéro de téléphone, et que quelqu'un vous pose cette question, qu'est-ce que vous faites? Vous raccrochez, non? Vous raccrochez, puis vous demandez à vos services de couper ses contacts. Non, il répond. Alors, ça prouve d'une part que cet homme n'a jamais été là où il devait être. C'est un premier point. Et deuxième point, ça prouve quand même une consanguinité entre lui et les journalistes tout à fait curieuse. Si bien que moi, je pense que la publication du livre et la complicité plus récente avec Davet et L'Homme pour les informations concernant Fillon, ça fait partie du même plan. C'est Hollande, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Il n'est pas à la hauteur, c'est évident, mais c'est un tacticien extrêmement intelligent. Machiavélique, je dirais même. Je pense que, manifestement, il s'est dit que pour lui, c'était perdu. Pour lui, c'était perdu, qu'il n'avait aucune chance d'être élu et qu'il allait même être ridiculisé, explosé lors de l'élection. Et je crois que la sortie du livre dont il s'est scandalisé était parfaitement faite en complicité avec lui. Parce que ce livre, rappelez-vous, ça lui a donné l'occasion justement
de dire j'y vais plus. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui, en bon torero, les Catalans, lui, Valls, a foncé sur le tissu rouge. C'est Valls qui, ce jour-là, a dit ça, c'est plus possible. Hein. Vous ne pouvez plus vous présenter après la publication du livre. Et je pense personnellement que Hollande a poussé un grand ouf. Je n'ai plus besoin de me présenter. Et il a présenté, bien sûr, celui qui est son dauphin naturel, celui qui a à peu près les mêmes idées que lui, celui qui l'a mis en piste pour faire notamment le CICE, etc., c'est M. Macron. Donc tout ceci est fait pour, et avec la complicité totale des médias. On pourrait tous les citer, mais ça a déjà été fait, je ne vais pas insister. Ils y sont tous passés. Hein. Quand c'est pas Le Monde, quand c'est pas le Canard, quand c'est pas l'Express, ce sera par exemple le JDD. Le JDD, c'était l'affaire des costumes. Ça aussi, incroyable quand même, qu'on puisse évoquer ce genre de questions. Alors, ça dénote aussi un rapport qui s'est constitué entre les politiques et les médias. Un rapport tout à fait malsain. Personnellement, j'ai pour la première fois vu ce rapport il y a très longtemps, à l'époque où Devaquet était ministre de l'Éducation nationale et où il y avait des manifestations extrêmement violentes contre lui. Monsieur Mourouzi, à l'époque, était assis sur la table du journal télévisé de TF1 et monsieur Devaquet, comme un petit garçon, les genoux rentrés, était sur sa chaise en dessous. Depuis ce temps-là, ça n'a fait qu'empirer. Il suffit de voir comment M. Bourdin, par exemple, interroge les hommes politiques, les femmes politiques, qui, devant certains journalistes, manquent totalement de dignité. Et ça, c'est tout à fait inacceptable, et ça montre, bien sûr, le fait que l'aristocratie politique, si je me réfère à ce que je disais tout à l'heure, est aujourd'hui à genoux devant l'oligarchie médiatique. L'oligarchie médiatique qui, en plus, représente l'ensemble de l'oligarchie. Je vous donnerai un exemple tiré de France 24. France 24, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps, cette fois-ci, on ne va pas dire c'est les patrons qui sont derrière, puisqu'il s'agit de notre télévision, il s'agit d'un service public. Que fait France 24 ? Elle donne une émission qui s'appelle Mardi politique. Vous avez une dame, Roselyne Fèvre, qui invite Marine Le Pen, c'est très bien. Mais pourquoi l'invite-t-elle ? Tout simplement pour démolir Fillon tout le temps de l'émission. Elle passera sur une demi-heure d'émission, elle en passera pratiquement la moitié sur les affaires de Fillon. Marine Le Pen, d'ailleurs, évidemment, décrochera quelques flèches contre Fillon, mais pas tellement sur les affaires. Celle qui aura les mots les plus durs sur les affaires, mais c'est Madame Fèvre. Je lis, elle dit ceci. Vous savez, Fillon, sa femme, ses costumes et ses enfants. Sa femme, ses costumes et ses enfants. Marquez que les enfants arrivent derrière, derrière les costumes. Et ensuite, mais il est encore là. Il est encore là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette dame a, avec quelques jours d'anticipation, fait ce que un des journaux que j'ai vu ce matin annonçait, c'est-à-dire que le Parti socialiste réclame encore maintenant le départ de Fillon de la course présidentielle. Autrement dit, cette journaliste était parfaitement complice d'une opération qui consiste à disqualifier un des candidats à l'élection présidentielle. Je crois qu'il suffit de citer tous ces exemples pour montrer à quel point il y a bien eu manipulation, que ceux qui estiment que c'est une vue complotiste se trompent parfaitement. Je crois que ce qui révulse ces milieux chez Fillon, c'est peut-être aussi ce qui fait son défaut, le fait qu'il ne pourra jamais devenir Trump. C'est que c'est un homme, effectivement, extrêmement conformiste. Et pour ces gens-là, un homme qui représente aussi bien la France, vous savez, cette France qu'ils appellent la France-rance, la France provinciale, la France moisie, c'est vraiment l'horreur de l'horreur, quoi. Hein, vous remarquerez d'ailleurs qu'ils aiment bien les mots, en général, nauséabond, rance, moisi, qui tiennent surtout leur rapport avec le sens olfactif ou le sens gustatif, qui ne sont pas quand même les plus intelligents. Hein, en général, plutôt la vue et l'audition qui sont en rapport avec l'intelligence. Donc, pour eux, c'est la France-rance. Mais ce châtelain,
toujours très correctement habillé. Ah, quel plaisir de s'attaquer à ses costumes. En plus, il ne les a pas payés lui-même. Ah, vous sentez une haine profonde de ces milieux. Et dans ce petit exemple, c'était assez net. Alors, je crois que une fois qu'on a bien insisté sur ce déclenchement de l'affaire, sur, dans le fond, la méthode qui a été employée, on doit maintenant s'interroger sur le but qui est poursuivi. Quel est le but qui est poursuivi ? Vous me direz, ça a été très bien dit par Henri tout à l'heure, c'est bien sûr de faire élire Macron. Ah oui. Là, c'est évident. Oui, mais pourquoi faire élire Macron ? C'est ça. Alors, moi, je pense qu'il y a en fait deux camps qui sont profondément en guerre dans notre pays. C'est d'une part les progressistes et d'autre part les conservateurs. Le combat qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est ça. C'est la volonté des progressistes de gagner quand même, malgré la situation désastreuse du pays, après des années de pouvoir, pour faire en sorte que le candidat le plus conservateur, qui ne l'est pas assez à mes yeux d'ailleurs, mais le candidat le plus conservateur, eh bien, ne puisse même pas accéder au second tour. Je crois que dans cet objectif, ils ont un moyen essentiel, c'est de faire en sorte que le peuple ne puisse pas s'exprimer, que le peuple soit en quelque sorte gommé, qu'il réalise, vous savez ce que Bertolt Brecht avait dit un jour, il faut dissoudre le peuple. Ben, je pense que leur but c'est ça, c'est très exactement de dissoudre le peuple. Et ils y arrivent au bout d'une logique qui est celle du progressisme, c'est-à-dire cette logique qui consiste à dire qu'il n'y a pas de culture française, effectivement, que la religion catholique appartient au passé et ne doit jamais être évoquée comme ayant un rapport quelconque supérieur aux autres religions avec notre pays et avec son histoire, qui s'attache aussi par ailleurs à noyer notre économie dans le mondialisme et dans l'européisme. Sur le plan des résultats, on sait que ce n'est pas brillant. Bref, cette logique, c'est celle de la déconstruction. Alors cette déconstruction, elle a deux aspects. Elle a cet aspect réel, concret que je viens de désigner, et puis elle a aussi un aspect philosophique. Un aspect philosophique qui fait que dans les années post-68, un certain nombre de penseurs français ont défini les grandes idées qui consistent à gommer toutes les valeurs sur lesquelles notre pays repose. Que ce soit les valeurs de sécurité ou que la conception du sexe, ça c'était Foucault, hein, Surveiller et punir de Foucault, c'est un ouvrage que sans doute tous les magistrats rouges lisent avec beaucoup d'intérêt. De la même façon, toutes les thèses farfelues sur la sexualité aujourd'hui, eh bien, c'est également de Foucault dans son histoire de l'érotisme. Donc, manifestement, il y a là tout un mouvement progressiste qui essaie désespérément de gagner et qui risque malheureusement de gagner. Je crois qu'en face, ceux qui résistent sont les plus conservateurs. Ce sont ceux qui précisément sont attachés à toutes les valeurs que je viens de citer, la différence nette de l'homme et de la femme, la famille qui naît de cette différence nette, la culture française, la valorisation de la culture française, le patriotisme, le fait qu'on n'accepte pas qu'un futur président de la République aille insulter notre pays à l'étranger, uniquement pour faire plaisir aux gens de cet étranger, à savoir la dictature algérienne, pour être clair. Voilà, c'est cela le véritable combat qui se mène. Personnellement, je pense que l'un des problèmes, c'est que la droite française ne mène pas ce combat de façon suffisamment ferme. J'ai parlé de Fillon, j'aurais pu vous parler de Sarkozy. L'ennui, c'est que Sarkozy, lui, a complètement pactisé avec l'oligarchie. Il a même fait une chose très frappante, c'est qu'il s'est systématiquement fait élire par le peuple en ayant des idées populaires. C'est lorsque Buisson le conseillait et que chaque fois qu'il s'est retrouvé au pouvoir, eh bien, il a au contraire mené une politique de collaboration avec le système, avec l'oligarchie. Il suffit de voir les gens qui l'ont entouré. Qui est-ce qui le conseillait sur le plan éducatif? Mais c'est ce cher monsieur, ce cher disparu, monsieur Decoing, vous savez, qui était à la tête de Sciences Po et qui a vraiment fait des dégâts pratiquement irréparables dans l'une des grandes écoles françaises. Moi, j'ai eu l'occasion, notamment un soir, de discuter avec M. Châtel. C'était dans les
sur le parterre de son hôtel ministériel, et il m'a dit, mais attendez, si la théorie des genres, c'est une théorie scientifique, hein. Quand vous avez le ministre de l'Éducation de droite qui vous dit ça, vous dites là, il y a un problème. Eh bien, ce problème, il avait un nom, c'était en chair et en os, ce problème, c'était le directeur de son cabinet, qui était complètement acquis à ces thèses-là, et qui faisait en sorte que même lorsque vous avez un gouvernement de droite, vous n'êtes pas à l'abri d'une domination des idées progressistes. Et c'est ça le drame. Alors, on se dit, Fillon, ça va être un peu mieux. Oui, un peu mieux sans doute. Mais quand je dis sans doute, avec quelques doutes, en fait. Pourquoi ? Parce que vous avez bien remarqué que le gros problème de Fillon, et je reviens à mon point de départ, c'est surtout ne pas laisser partir les centristes. Personnellement, on l'a dit tout à l'heure, je travaille entre autres avec Charles Millon, que j'estime beaucoup. Charles Millon est à la tête de l'Avant-Garde et il est membre de Sens commun. Nous sommes donc très proches des gens qui sont vraiment au cœur de la campagne de Fillon et qui ont à cœur de le voir gagner parce qu'eux ont des valeurs. Qu'a fait Fillon récemment ? Il a dit « Ah non, il n'est pas dans mon staff. Hein, non, c'est pas... Non. En fait, il avait raison. Charles Millon l'a dit. Il est dans la société civile qui entoure Fillon, mais il est quand même autour de lui. Et actuellement, autour de Fillon, la plupart des gens qui le conseillent, qui l'aident, etc., sont des gens qui sont proches de Sens commun, il faut le savoir. Mais Fillon ne le dira jamais. Il ne le dira jamais parce qu'il a une peur bleue, si j'ose dire, de perdre les centristes. Il a même donné, si j'ai bien lu, 93 sièges aux centristes qui, franchement, en raison de la faiblesse de leur soutien récemment lorsqu'il était en difficulté, ne méritaient pas ce cadeau. Alors, je crois en avoir assez dit sur les risques de la droite. Il faut savoir maintenant que Fillon fait partie du système. Il fait partie d'un système qui n'est pas le même que celui de Macron. Macron fait partie du système actuel, c'est-à-dire de cette nébuleuse molle qui regroupe, à savoir, aussi bien l'establishment économique que la nomenclatura politique, que la haute magistrature, etc., etc. C'est ça le système de Macron. Fillon, c'est le système, au contraire, qu'on pourrait plutôt qualifier d'ancienne aristocratie. C'est-à-dire des gens qui ont été élus. Et c'est vrai que Fillon, de ce point de vue-là, est impeccable. Il a été élu maire, il a été élu président de conseil général, il a été élu président de conseil régional, il a été élu député, il a été élu sénateur. Bref, il a vraiment parcouru ce que les Romains appelaient la course aux honneurs. C'est-à-dire le fait que pour les Romains, un élu, on lui donnait un peu plus de pouvoir qu'il n'en avait que si précisément, eh bien, il avait accompli l'étage précédent, en quelque sorte, le travail de l'étage précédent, avec honneur, avec mérite. On a en face de lui un personnage qui, précisément, ne s'est jamais donné la peine d'aller à aucune élection. Il faut être clair, le vrai système, le système actuel, qui n'est plus celui de Fillon, c'est un système où, dans le fond, les élus sont allergiques à l'élection. Mais ils sont allergiques à l'élection, pourquoi ? Parce que tous leurs amis, qui ont autant de pouvoir qu'eux, qui sont souvent plus riches qu'eux, n'ont pas besoin d'élection. Lorsqu'ils passent du cabinet d'un ministre ou du secrétaire général de l'Élysée à la direction d'une grande entreprise, ils n'ont jamais été élus. Lorsque, dans le monde des médias, brusquement, en sortant d'un cabinet, vous vous retrouvez à la tête de Radio France, vous avez été dans le cabinet de M. Frédéric Mitterrand, puis vous êtes maintenant à Radio France en étant passé par l'INA, par exemple. Vous voyez, ce sont des passages qui se font par cooptation, par népotisme, par consanguinité. Ça n'a strictement rien à voir avec la démocratie et avec le mérite. C'est ça, le nouveau système. Encore une fois, Fillon a le mérite d'en représenter un autre. Même si c'est celui du passé, je pense qu'il faut le préférer à celui qui nous est aujourd'hui imposé. En plus, ce nouveau système est contrôlé, comme je vous l'ai dit, par des gens qui, finalement, pourraient être caractérisés comme étant... Comment les caractériser ? Tout à l'heure, M. Geoffroy, qui nous a quittés, en parlait. Ce sont les postes.
ce sont les post-démocratiques. C'est-à-dire ce sont des gens qui veulent une démocratie où on a soigneusement évité le peuple. Alors il y a plusieurs moyens de l'éviter. Il y a notamment le fait de lui imposer, d'imposer au peuple le droit. Yvan l'a bien dit tout à l'heure. Il y a aussi le fait d'imposer le régime des partis. C'est notamment la revendication de la proportionnelle. Certains disent que la proportionnelle est plus démocratique. C'est complètement faux, pour une raison très simple. C'est que qui désigne les élus de la proportionnelle? Quand vous avez une proportionnelle, on sait que ce sont les gens qui vont être en tête de liste qui vont être élus. Ceux qui sont en fin de liste ne seront jamais élus. Et bien sûr, qui désigne l'ordre de la liste? Mais c'est le parti politique. Autrement dit, l'élu n'a pas à se fatiguer à aller voir les électeurs, ça demande du temps perdu. Il a simplement à se faire bien voir des gens qui contrôlent le parti ou à le contrôler lui-même. De ce point de vue-là, Hollande appartient tout à fait à ce type de système. Donc, contourner la démocratie, faire en sorte qu'on n'ait pas à se faire élire, c'est la post-démocratie. Et puis, allons plus loin. Il y a aussi, c'est un mot qui est devenu à la mode, un mot assez curieux, il y a la post-vérité. La post-vérité, oui. Désormais, la vérité, ça n'est pas la concordance entre le jugement et l'objet, l'adéquation de la chose et du réel, de la chose et de l'esprit, plutôt comme le disait saint Thomas d'Aquin. Pas du tout. La vérité, c'est tout simplement ce qui l'emporte dans le poids des médias. Si une majorité des médias défend une idée, eh bien, c'est la post-vérité. Vous avez un excellent morceau, si vous le trouvez en vidéo sur YouTube, de Mme Caroline Forest, qui développe tout à fait cette idée-là de la post-vérité. Alors, je termine rapidement, puisque je vois qu'Henri me fait des signes désespérés. Je crois que, pour terminer vraiment, l'élection présidentielle d'aujourd'hui va, si elle continue sur la pente actuelle, c'est-à-dire si elle aboutit à l'élection de M. Macron, ce qui sera évidemment une totale catastrophe pour le pays. C'est un homme qui se trouvera sans programme réel, sans idée et sans majorité politique. Autrement dit, la France va se retrouver dans un véritable chaos, et notamment dans une position internationale qui sera difficilement défendable. Eh bien, si cette position, si cette stratégie a le malheur de réussir, alors on aura brusquement vu un basculement qui se sera produit entre l'aristocratie et l'oligarchie. Pourquoi? Parce que l'aristocratie, toutes les aristocraties, ont toujours reposé sur la transmission, c'est-à-dire sur la verticalité, sur l'idée qu'il y avait quelque chose à transmettre. Vous savez, lorsqu'on prend les trois castes indo-européennes, bon, vous avez les prêtres qui transmettent bien sûr tout ce qui est d'ordre spirituel. Vous avez les militaires qui transmettent la technique de la guerre. Et puis vous avez aussi la foule des artisans, etc., qui transmettent les différents savoir-faire. Tout repose sur l'idée qu'une caste, c'est essentiellement un moyen de transmettre. Mais même au XIXe siècle ou encore au XXe siècle, vous aviez d'une certaine manière encore une aristocratie de la transmission en France. Les hommes politiques, qu'étaient-ils? Essentiellement soit des avocats, soit des professeurs. C'est-à-dire des gens dont le métier consiste à transmettre ou à garder, même quand ils sont de gauche. Aujourd'hui, non. L'oligarchie qui nous gouverne ou qui risque de nous gouverner un peu plus demain, eh bien, c'est une oligarchie horizontale. C'est une oligarchie de la communication et non plus de la transmission. Et une oligarchie qui, précisément, vise à imposer la post-vérité à toute la population, c'est-à-dire à dominer dans un esprit orwellien l'information qui est donnée à cette population. Je voudrais terminer par une citation de De Gaulle, ce qui est bien naturel en ce qui me concerne. De Gaulle avait dit nous avons essayé, lorsqu'il présentait finalement le régime qu'il voulait installer, nous avons essayé d'inventer un nouveau régime entre l'oligarchie, et voilà, c'est-à-dire le gouvernement de quelques-uns, et ce qu'il appelait dans un vocabulaire typiquement gaullien lorsqu'il n'écrit pas, la démocrassouille. La démocrassouille. Alors qu'est-ce que c'est que la démocrassouille? Vous le devinez. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle quelquefois, pour parler mieux, l'oclocratie, le gouvernement de la tourbe, c'est-à-dire le populisme au mauvais sens du terme. Moi, je crois que le véritable débat de 2017, c'est effectivement de savoir si De Gaulle a définitivement perdu son pari. Si M. Macron est élu,
ce sera véritablement une gifle donnée d'une façon insupportable à celui qui a fondé la Ve République. Merci. Alors, merci à notre ami Christian Van Est pour cette superbe conclusion. Nous n'allons pas le temps de vous demander de poser des questions. D'ailleurs, comment poser des questions après la conclusion qui est faite pour conclure? Nous posions la question générale. L'oligarchie va-t-elle confisquer l'élection présidentielle? Vous voyez bien que nous n'avons pas donné de réponse. Nous avons esquissé une problématique et surtout nous avons eu l'ambition de contribuer à donner la bonne réponse et à faire en sorte que l'oligarchie ne confisque pas l'élection présidentielle. Au-delà de la question, nous avons voulu lancer un appel à l'action. Chacun d'entre vous, non seulement doit aller voter, en son âme et conscience, bien sûr, il doit faire voter, il doit agir autour de lui, utiliser tous les moyens qui vous sont donnés, notamment les moyens d'Internet, les réseaux sociaux, etc., pour que d'ici le 23 avril et le 7 mai, dans le temps qui nous est dévolu, chaque Français que vous êtes, chaque électeur que vous êtes, agisse avec ardeur pour que la catastrophe que nous promettent les médias ne se réalise pas, pour que l'oligarchie ne confisque pas l'élection présidentielle. Je vous remercie. Félicitations à toi aussi. Bravo, hein, très passionnant. Hein. Ah, c'est intéressant. Hein. Il est toujours aussi drôle. Avec des anecdotes aussi, c'est génial. Heureusement que vous étiez fait. Parce que, Mais c'est le sujet qui parle.